Salut à tous et bienvenue pour un nouveau crime et disparition. Aujourd'hui je vais vous raconter une disparition mystérieuse, celle de Trevor Daly qui est survenue en 2000. Il a disparu de Dublin. C'est une affaire qui passionne tous les Irlandais puisque cette affaire est très connue en Irlande et qu'on voit les derniers instants de Trevor Daly sur une vidéo de caméra surveillance et qu'on voit un homme un peu louche sur ces images de caméra surveillance, si bien que cette histoire a passionné de nombreux Irlandais et de nombreuses personnes dans le monde. Il y a beaucoup aussi de messages sur des forums au sujet de sa disparition. Trevor Daly, il naît le 15 août 1978, c'est le petit dernier de la famille. Il a deux sœurs, Michelle et Pamela, et il a un grand frère qui s'appelle Mark. Toute la famille a vécu à Naas, dans une ville de moyenne taille, pas très loin de Dublin, donc en Irlande. Lui, il est décrit comme un adolescent facile à vivre. C'est une famille plutôt heureuse et unie, une famille sans problème. Il a suivi, Trevor, une scolarité totalement normale. Il a étudié donc à Naas et puis ensuite il a décidé de se tourner vers le monde des affaires. Du coup, il a étudié l'économie durant 2 ans. Mais il s'est assez vite rendu compte que c'était pas fait pour lui, donc il a arrêté cette formation. Et c'est sa sœur qui va lui parler en premier d'informatique. Et il va tenter, il se dit bah ok, je vais essayer de m'inscrire à un cours d'informatique, ce qu'il va faire à Dublin. Et il va vraiment trouver sa voie. Il adore l'informatique, c'est vraiment son truc. Il travaille très bien et ouais, il aime vraiment ça. Et du coup, il travaille si bien qu'à la fin de sa formation, il a déjà 3 propositions d'emploi, dont l'une provient de la Banque d'Irlande, si bien que sa famille lui conseille de se retourner vers cette place à la banque, puisque ce sont d'après eux des places sûres, et c'est une façon aussi pour Trevor de retrouver finalement sa première formation en économie. Il va donc accepter la proposition de la banque et entrer en fonction en mai 1999. À son travail, il est décrit comme quelqu'un de très ambitieux, mais qui n'écrase pas du tout les autres. Il est très apprécié de ses collègues. C'est quelqu'un de responsable, à qui on peut vraiment faire confiance. Quelqu'un qui visiblement aime son travail. Vraiment, sa supérieure ne tarie pas d'éloges sur lui. Ses collègues, comme je vous l'ai dit, l'apprécient. C'est quelqu'un qui ne se fait pas remarquer, qui est toujours là pour donner un coup de main. Donc vraiment, on n'a pas un mot négatif sur Trevor. Ce qu'on sait de lui, c'est que quelques semaines, en quelques jours avant sa disparition, il a fait un court voyage en Alaska, mais vraiment un très très court voyage. En fait, il a obtenu un billet à très bas prix, un billet à moins de 100 €. Je crois qu'il a payé son billet quelque chose comme 80 € pour aller en Alaska. Donc il a un copain, très très bon copain d'adolescence, qui s'appelle Glenn et qui est steward d'une agence, enfin d'une compagnie aérienne, et il bénéficie de ces billets très bas prix. Et là, il décide d'en faire bénéficier son pote, Trevor, qui, Trevor avait rencontré une jeune fille durant l'été, une jeune fille qui venait de Anchorage, donc en Alaska. Il avait rencontré cette jeune fille par le biais d'amis, et cette jeune fille, qu'il a rencontrée en Irlande, était de retour en Alaska. Du coup, il s'est dit, pourquoi pas profiter de ce billet à très bas prix pour passer quelques heures avec elle en Alaska. Donc il en parle avec son ami Glenn, qui lui propose donc ce billet, et puis Glenn le taquine un petit peu en lui disant, mais tu vas jamais la retrouver ta fille en Alaska. L'idée c'est... ouais, c'est grand l'Alaska, t'es sûr? Il le taquine un peu et Trevor lui répond non, non, t'inquiète, je suis attendu là-bas, je te raconterai tout ça à mon retour. À son retour, il s'arrête chez ses parents à Naas, où il va se poser un petit moment, mais il ne peut pas rester tellement longtemps parce que le lendemain, il travaille à Dublin, donc il reprend la route et il retourne sur Dublin. On sait que Trevor disparaît dans la nuit du 7 au 8 décembre, donc voilà comment s'est déroulée cette soirée. Juste après le travail, Trevor va avec quelques collègues dans un bar discothèque pas très loin du job pour boire quelques verres en attendant de rejoindre la fête qui est organisée pour l'entreprise dans un hôtel pas très loin non plus.
Il appelle son copain Glenn depuis ce bar pour organiser le week-end, parce qu'en fait ils ont prévu, là cette soirée là le 7 décembre c'est le jeudi soir, et ils ont prévu de se voir durant le week-end pour que Trevor explique à Glenn son séjour en Alaska. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de bruit dans le bar où se trouve Trevor, et du côté de Glenn il y a aussi beaucoup de bruit, il est aussi en ville, donc les deux copains se disent on se rappelle plus tard aux alentours de 23h. Trevor se rend avec ses collègues à la sortie de boîte, donc dans l'hôtel, ils boivent, ils mangent, ça se passe bien, et vers 3h25 du matin, Trevor décide de rentrer. Ce soir-là, un détail assez intéressant, c'est que les taxis sont en grève. Alors, malheureusement, je pense que cette grève de taxi a joué en la défaveur de Trevor, puisque la première chose, c'est que si les taxis n'avaient pas été en grève, il aurait probablement pris le taxi pour rentrer et il serait rentré chez lui, il ne serait pas disparu. Deuxième chose, c'est quand il y a ce genre de disparition sur une rue comme celle où a disparu Trevor, les taxis sont souvent des personnes qui voient des choses, c'est des gens qui ramassent des gens sur la route, donc ils peuvent souvent aider les enquêteurs. Malheureusement ce soir-là, pas de taxi dans cette rue-là, donc pas de témoignage de taximan. Alors Trevor décide de rentrer à pied. Mais ce soir-là, il pleut des cordes, il fait vraiment pas beau, il y a du vent, il fait vraiment froid. Du coup, il décide de s'arrêter à son travail, qui est vraiment pas très loin de l'hôtel où il a passé la soirée avec ses collègues, pour aller chercher un parapluie. Arrivé à son travail, il retrouve un de ses collègues qui n'a pas pu participer à la fête parce qu'il avait vraiment trop de boulot. En fait, son collègue qui partage ce travail avec un autre collègue qui était malade est obligé de travailler pour deux, si bien qu'il n'a pas pu se rendre à la fête. Il est un petit peu fâché, alors bon, Trevor lui explique ce qui s'est passé, comment s'est déroulée la fête, ce qu'ils ont mangé, ils discutent 2-3 mots, et Trevor lui dit, bah écoute, on pourrait boire un café ensemble, un thé plutôt, on est en Irlande, à la cafétéria. Juste avant ça, j'aimerais envoyer un email, donc Trevor se connecte sur son ordinateur, il va envoyer un email et il va griffonner sur un papier ce qu'il doit faire pour le lendemain. Alors, cet email, on a tenté de le retracer, on a tenté de savoir ce qu'il avait fait ce soir-là sur son ordinateur. Malheureusement, les enquêteurs ont été dans l'incapacité de dire à qui Glenn avait écrit ce soir-là. Il monte donc ensuite à la cafétéria avec son collègue, il discute un petit peu de la soirée, il partage un thé, et son collègue lui dit « bah moi, je dois retourner bosser ». Vers 4h06 du matin, lorsque Trevor sort de la banque, il décide de rappeler son copain Glenn. Il devait l'appeler plus tôt dans la soirée, mais on sait comme c'est, il a probablement, non, il avait bien bu, il a passé une bonne soirée avec des collègues, donc il a probablement oublié d'appeler son copain plus tôt. Il l'appelle et Glenn, qui en général dort toujours avec son portable à côté de lui, ce soir-là malheureusement, je sais pas si vous vous rappelez, dans les années 2000, les portables duraient quasi une semaine avec de la charge. Donc là, il explique son pote Glenn que malheureusement c'était le jour de la semaine où il avait dû le recharger et la batterie était vide, si bien qu'il a laissé son portable dans la cuisine. Ainsi, il n'a pas entendu l'appel de Trevor à 4h du matin. C'est pas spécialement étonnant qu'ils s'appellent la nuit, ils avaient prévu de s'appeler, ils étaient sortis, ils avaient fait la fête, voilà, ça n'étonne pas plus que tant Glenn. D'ailleurs, il va effacer le message vocal que lui a laissé son pote, comme on fait tous, on nous laisse un message vocal, on le stocke pas forcément. Ce message vocal, il n'existe plus, mais Glenn se souvient plus ou moins de ce qu'il disait. Il disait, enfin Trevor lui disait, « Salut Glenn, tu m'as manqué en rentrant chez moi. Tout va bien, je te parlerai demain. » Alors c'est une traduction de ce que se souvient Glenn. Donc voilà. C'est le dernier message ou le dernier coup de fil connu passé par Trevor cette nuit-là. Le lendemain, c'est le vendredi, Trevor ne se présente pas à son travail, mais ça n'étonne pas spécialement ses collègues, sachant qu'il est rentré très tard la veille et qu'il avait passablement fait la fête. Ses collègues ne s'étonnent pas spécialement de ça. La journée du vendredi se passe, le samedi passe, ainsi que le dimanche. Ses colocataires, avec qui il habite à Dublin, ne se feront pas non plus de soucis parce que malheureusement ce week-end-là, ils ne sont pas à Dublin, ils sont en week-end dans une autre ville ou dans un autre endroit en Irlande.
Donc c'est le lundi que les gens vont commencer à se faire du souci. Ses collègues, ne voyant pas Trevor au travail, ils vont d'abord se poser la question entre eux, est-ce que tu as eu Trevor au téléphone ce week-end? Est-ce que tu l'as eu vendredi? Constatant que personne n'a communiqué avec Trevor depuis le jeudi au soir, le jeudi pendant la nuit, les collègues vont commencer à s'inquiéter et ils vont appeler la maman de Trevor qui, elle, va avertir toute la famille. Très très vite, la famille se met en action en imprimant des flyers et des affiches pour avertir le plus de monde, pour en placarder partout, pour tenter de retrouver Trevor au plus vite. Malheureusement, dans cette affaire, il y a plusieurs choses qui font que ça n'a pas du tout aidé l'enquête. Typiquement, le temps perdu entre le jeudi soir, vendredi matin où Trevor disparaît et le moment où ses collègues s'en rendent compte. Après, on peut absolument pas en vouloir aux collègues, c'est clair, le vendredi ils se sont dit il est fatigué, ils pensaient vraiment bien faire. Mais voilà, ce temps écoulé engage des pertes de preuves et probablement des pertes de témoignages de personnes qui auraient pu le voir le soir de sa disparition. Un autre détail va aussi péjorer cette affaire. Bill Clinton, le président des États-Unis, doit faire une visite en Irlande ce week-end où Trevor a disparu. Ce qui fait que la ville est nettoyée de partout. Les poubelles sont vidées, les pots de fleurs sont cleanés. La ville est totalement nettoyée. On fait passer des balayeurs de rue partout. Si bien que s'il y avait eu des indices qui avaient été laissés, je ne sais pas, le parapluie de Trevor par exemple abandonné, une veste, une chaussure, une montre, quelque chose, on ne l'aurait pas retrouvé puisque la ville entre-temps a été totalement nettoyée. C'est vraiment dommage parce que ça aurait peut-être pu permettre à la famille de retrouver, comme j'ai dit, le parapluie, une chaussure, une montre, quelque chose qui appartenait à Trevor et qui aurait pu aider les recherches. Mais très vite, la police va fouiller le canal puisque Trevor a disparu non loin d'un canal. Donc le canal sera sondé. Alors selon les enquêteurs, c'est pas un canal où, enfin s'il est sondé, c'est un canal apparemment où il est assez facile de retrouver des corps. Donc de l'idée de la police, si après avoir sondé le canal, le corps n'y est pas, c'est que Trevor n'y est tout simplement pas. Ses amis vont refaire le trajet que Trevor est censé avoir fait cette nuit-là plusieurs fois. Ils vont tenter de retrouver des personnes qui l'auraient vu. Ils vont interroger des prostituées et des clochards qui se trouvent sur la rue où l'on a vu Glenn pour la dernière fois. Mais sans succès, personne ne se souvient l'avoir vu ce soir-là. La famille va repenser à son voyage en Alaska, la police également, ils vont tenter de chercher des preuves du côté de ce voyage en Alaska en interrogeant la jeune fille qu'il était allé voir. La jeune fille dira que Trevor n'était pas du tout attendu en Alaska, qu'il l'avait effectivement prévenu de son voyage, mais qu'elle lui avait dit écoute, moi j'ai pas le temps, ne viens pas, en tout cas moi j'ai pas de temps pour toi. Donc c'est clair que Trevor ne devait pas être content de se dérouler, mais il n'en avait rien dit à ses amis, en tout cas pas avant. Il devait les voir de toute façon ce week-end pour leur expliquer comment ça s'était passé. À savoir que la police est allée en Alaska et que les deux sœurs de Trevor se sont rendues séparément en Alaska pour interroger la jeune fille et vraiment cette piste ne donne rien. En fait, certains avaient pensé que peut-être Trevor avait voulu retourner en Alaska pour la voir et arranger des choses. Alors, il faut savoir que le passeport de Trevor a été retrouvé dans son appartement et que si Trevor avait voulu retourner en Alaska, il ne l'aurait pas fait en mode fuite, en mode je prends pas mon passeport. Il aurait pris son passeport et il serait retourné là-bas. Donc cette piste tombe à l'eau. Le lieu de la disparition, je voulais quand même dire quelques détails, c'est un lieu qui est connu pour la prostitution, pour du deal de drogue, il y a des gangs qui trafiquent dans ce coin, donc c'est pas un endroit super sécure. D'ailleurs, il y a une prostituée qui a été égorgée un mois ou avant ou après la disparition de Trevor. Donc c'est vraiment un endroit où on n'aimerait peut-être pas trop se promener la nuit. Ils vont, la police également, interroger, il y a passablement de commerces et de bars sur cette rue, donc ils vont interroger un petit peu tous les propriétaires, les gens qui travaillaient dans ces endroits à la nuit de la disparition de Trevor. Malheureusement, ça ne donne rien, personne ne se souvient de lui.
Trevor, il traîne souvent avec Glenn, mais ses deux copains, en fait, ils sont trois toujours ensemble. Et le troisième pote de Trevor, dont j'ai oublié le prénom, travaille dans la vidéosurveillance. Et lui, tout de suite, quelques heures après qu'il est au courant que son pote a disparu, il pense à récupérer les images de vidéosurveillance. Et ça, c'est vraiment une très bonne idée. On est en 2000, donc à cette époque, c'était pas comme maintenant, il y a des caméras de surveillance absolument partout et c'est peut-être la première chose qu'on pense à demander automatiquement. En 2000, ça s'enregistrait encore souvent sur des VHS qu'on réenregistrait, enfin voilà. Donc ce pote a eu vraiment la très bonne idée de demander les caméras de surveillance de la Banque d'Irlande et des commerces que l'on trouve sur la rue. Alors la plupart avaient effacé les images, avaient soit réenregistré, soit même ne pas enregistré du tout. On sait que ça arrive parfois des caméras qui sont factices. La famille et les amis vont pouvoir récupérer deux vidéos. Sur la première vidéo, on voit un homme tout de noir vêtu qui attend une bonne demi-heure sous la pluie et le froid, posé contre un espèce de poteau. Il va rester une demi-heure là. Une demi-heure jusqu'au moment où Trevor arrive pour aller à la banque chercher son parapluie. Il est un peu louche ce mec, c'est indéniable. Il reste là une demi-heure, au froid, à la pluie, alors qu'il pourrait aller s'abriter sous un porche, sous un abribus, je ne sais pas, mais voilà. Il reste là au froid. Lorsque Trevor arrive, ils discutent un tout petit instant, ils échangent quelques mots, on le voit bien sur la caméra surveillance, et Trevor ouvre la porte, la grille d'entrée de la banque, il rentre dedans, il referme derrière lui, et l'homme paraît partir dans la rue. Une demi-heure après que Trevor soit rentré, on le voit ressortir avec son parapluie, on le voit refermer la grille derrière lui, mais on n'a pas l'impression que l'homme en noir que l'on a vu sur la précédente vidéo soit toujours là. On voit Glenn qui s'engage dans la rue et qui part. La seconde vidéosurveillance va nous montrer Trevor qui passe dans une rue avec son parapluie. C'est assez étrange parce qu'on voit Trevor qui avance, avec son parapluie, et une petite trentaine de secondes après, on voit un homme tout de noir vêtu qui marche assez vite et qui donne un petit peu l'impression de suivre Trevor. Alors, ces images, on peut se poser la question, qui est ce mec? Est-ce que l'homme en noir de la première vidéo qui semble attendre quelque chose devant la banque et la deuxième vidéo serait le même homme? Alors, en 2016, la police va utiliser des nouvelles techniques pour améliorer ces images de caméra surveillance et selon eux, après avoir nettoyé les images, amélioré les images, l'homme que l'on voit sur la première vidéo est le même que l'on voit sur la seconde vidéo. Voilà, donc on ne sait pas du tout qui est cet homme, il y a des appels qui ont été faits, il y a une forte récompense qui est offerte pour des indices permettant de retrouver Trevor, mais aussi pour retrouver cet homme en noir. Cet homme, malgré les incessants appels de la famille, ne s'est jamais présenté à la police. Alors, ça peut être louche dans un premier temps, c'est clair, on se dit, bah voilà, le gars devait avoir quelque chose à se reprocher. On peut aussi se dire que le type n'a pas envie d'avoir des embêtements, c'est clair que quand il va aller se dénoncer à la police, il va immédiatement faire figure de suspect numéro 1. Donc voilà aussi peut-être pourquoi cet homme, s'il n'est pas impliqué, ne se présente pas à la police. En 2017,
un nouveau rebondissement dans cette affaire. Un informateur de la police va dire qu'il sait ce qui est arrivé à Trevor. Il va dire que ce soir-là, Trevor a fait une rencontre fortuite dans cette rue où il y a de la prostitution et du deal de drogue, et qu'en fait il se serait disputé avec un malfrat déjà connu pour des faits de violence, inculpé dans une affaire de meurtre en 1998 sur une jeune femme, donc quelqu'un d'assez connu des forces de l'ordre, et qu'ils auraient eu une dispute, pas involontaire, mais qu'en fait ils n'étaient pas forcément censés se rencontrer, qu'ils auraient eu une dispute et que le malfrat aurait tiré sans faire exprès, tué Trevor, et qu'il aurait ensuite embarqué le corps pour le cacher dans un endroit. Alors des fouilles vont être faites. C'est un endroit qui se trouve à environ 8 km de l'endroit, du dernier endroit connu où l'on a vu Trevor. Ils vont fouiller donc cet endroit, ils vont retrouver de la drogue et une arme à feu. Alors ces deux éléments ne pourront jamais être liés à la disparition de Trevor. Alors cette piste va être plus ou moins abandonnée par la police puisqu'ils ne donnent rien. Ce qui va nous mener aux hypothèses. Qu'est-ce qui a pu arriver ce soir-là à Trevor ? Beaucoup de gens pensent à un accident de voiture. Quelqu'un aurait renversé Trevor et l'aurait embarqué dans le coffre pour ensuite cacher son corps. Ça peut paraître séduisant, mais honnêtement, si vous renversez quelqu'un sur une rue passante et que vous pensez faire un délit de fuite, je pense pas que vous vous arrêtez pour ramasser le corps. D'autant qu'il y avait des caméras de surveillance. Vous savez pas si elles filment, où est-ce qu'elles sont exactement, enfin voilà. Moi je pense que si quelqu'un avait renversé Trevor, il serait parti, il aurait laissé le corps par terre. Ensuite, on n'a pas retrouvé de marque de freinage, on n'a pas retrouvé de marque d'impact, on n'a pas retrouvé de sang, on n'a pas retrouvé de débris de phare par exemple. Donc rien ne pointe vers cette piste. D'autres gens ont pensé que la personne l'aurait renversé et ensuite jeté dans le canal. Mais comme je vous l'ai dit, le canal a été sondé et on n'a absolument rien retrouvé. Ensuite, il y a le téléphone portable parce que sa sœur, la sœur de Trevor, va tenter de l'appeler plusieurs fois au cours du week-end. Et elle va dire que le téléphone sonnait. Donc ça veut dire que il est probable que le téléphone était dans un endroit pas humide. Ce que je veux dire par là, c'est que si le téléphone était tombé dans le canal, avec ces téléphones qu'on avait en 2000, selon un spécialiste qui a réalisé des tests, le téléphone se serait éteint quelques instants plus tard. Donc la sœur de Trevor n'aurait pas pu tenter de l'appeler et entendre le téléphone sonner, elle serait arrivée directement sur son combox. Voilà, ou son répondeur. Des gens ont ensuite imaginé que Trevor aurait pu être la cible de quelque chose. Alors, imaginez que quelqu'un en aurait voulu à Trevor. Moi, je pense que cette piste est un petit peu farfelue dans le sens où personne ne savait que Trevor allait retourner à son travail à cette heure tardive de la nuit. Donc, ça me semble pas trop la bonne piste. On a parlé de l'Alaska, des gens ont pensé que peut-être il y avait eu quelque chose avec cette fille qui avait voulu retourner là-bas pour, je sais pas, commencer une histoire. Comme je vous l'ai dit, son passeport était chez lui, la piste ne donne apparemment rien, il y avait effectivement eu un malentendu avec cette jeune fille, mais cette histoire s'arrête là, purement et simplement, la piste Alaska ne donne rien. Il nous reste toujours l'homme en noir, et franchement l'homme en noir est quand même intéressant. Je vais vous donner un autre détail. Avant que Trevor arrive à la banque et avant que l'homme en noir ne se présente à la banque, on voit deux autres jeunes hommes sur la caméra de vidéosurveillance. Ces deux jeunes hommes ont été identifiés comme des collègues de Trevor, mais on ne sait pas quels collègues. Donc la police n'a jamais voulu révéler qui étaient ces deux collègues. Finalement, ça aurait été intéressant de savoir ce qu'ils foutaient là, pourquoi ils étaient là avant que l'homme en noir arrive. Peut-être que c'était une simple coïncidence. Ensuite, on se demande peut-être que l'homme en noir avait rendez-vous avec Trevor. Voilà, pourquoi pas? Mais, de nouveau, Trevor est vraiment quelqu'un de connu pour être vraiment quelqu'un de posé, quelqu'un de bien. L'idée que Trevor aurait pu organiser un vol avec cet homme en noir me paraît un petit peu farfelu. Mais par contre, cet homme aurait pu s'installer devant la banque en attendant que quelqu'un passe et rentre dans la banque avec une clé et tenter de le voler ensuite. Faut savoir que ce sont des bureaux, c'est pas une banque comme on va à la banque chercher de l'argent, mais disons que peut-être l'homme en noir en question ne savait pas ça.
Donc voilà un peu ce qu'on peut se poser la question, est-ce que cet homme en or attendait pour attaquer quelqu'un, pour faire un deal, pour quelque chose comme ça, et peut-être il aurait été dérangé par Trevor. Si bien qu'il serait parti, il aurait discuté quelques mois avec lui, mais du coup il aurait été reconnu, et il a peut-être décidé de tuer Trevor après ça. Pourquoi pas? Un détail que je trouve intéressant, c'est le coup de fil que Trevor a fait à son copain Glenn. Ça peut sonner comme un espèce de coup de fil où on a envie de se rassurer. On a toutes connu ça, on se balade dans une rue, on est seul, il y a un type qui nous suit et on le trouve un peu flippant. L'idée c'est qu'on appelle une copine, un pote, je sais pas, notre maman, notre papa, peu importe, on a juste besoin de parler. On a juste besoin d'être au téléphone et de se sentir rassuré. Et c'est peut-être ce que Trevor a voulu faire ce soir-là, il se sentait peut-être pas tellement rassuré de voir ce type qui lui marchait derrière, il appelle son pote Glenn, Glenn ne répond pas, il veut pas alerter son pote, donc il lui laisse un message du style « je te rappellerai demain », j'ai pensé à toi en rentrant, voilà. Et puis il s'est peut-être dit qu'il allait pas, comme je vous l'ai dit, inquiéter son pote. Donc je trouve que cette histoire du coup de fil, en pleine nuit, ça colle avec quelqu'un qui suivrait Glenn et qui aurait pu lui faire du mal. Peut-être que la personne a pensé que Glenn pouvait avoir des informations sur la banque, des informations pour rentrer dans la banque. Pourquoi pas? Toujours est-il qu'on recherche toujours Trevor et qu'on ne sait toujours pas où il est. La police a vieilli l'image de Trevor, je vais vous la montrer tout à l'heure. Sachez que Trevor a des cheveux blonds roux, qu'il est assez grand et qu'il marche d'une manière particulière avec les bras le long du corps. Si vous avez des informations, si vous le voyez ou si vous voyez, si vous entendez parler de choses qui pourraient aider la police, n'hésitez pas à contacter la police irlandaise pour donner ces informations. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur cette affaire. Évidemment que s'il y a des nouveaux ajouts, des mises à jour sur cette affaire, je vous tiendrai au courant sur ma chaîne. En tout cas, merci de m'avoir suivi, merci au 100e abonné, ça m'a fait super plaisir. On est maintenant 100 à suivre Crime et Disparition. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas de vous abonner, d'enclencher la petite cloche. Et j'espère vous retrouver tout bientôt pour un nouveau Crime et Disparition.